J'ai une confidence à vous faire, les amis. Aujourd'hui, on va se parler très honnêtement. J'ai généré près d'1 million d'euros dans le dropshipping, mais finalement, j'ai décidé de tout arrêter. Et dans cette vidéo, je vais vous dire la vraie raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter. J'en ai parlé dans quelques vidéos, mais je ne suis jamais venu sur cette vraie raison-là, ce qui m'a réellement poussé à arrêter. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant tout, je tenais rapidement à vous situer dans le contexte. En effet, comme vous le savez, je ne cracherai jamais sur le dropshipping parce que c'est le business qui m'a permis de générer beaucoup d'argent. Je pense à date, c'est le business dans lequel j'ai le plus généré d'argent même. Donc c'est un business sur lequel je ne vais jamais cracher. Mais il faut avouer qu'à partir d'un moment, il y avait de plus en plus des blocages et des petits problèmes à gauche, à droite, des petits pépins que je ne supportais pas, c'est vrai. Mais ce ne sont pas forcément ces raisons-là qui m'ont poussé à laisser tomber et à me concentrer à 100% aujourd'hui sur le commerce en fait que vous connaissez. En effet, lors de mon voyage en Chine l'année passée, j'ai été réellement choqué par ce que j'ai découvert là-bas. Parce que un jour, je me baladais en fait dans les marchés, dans le marché de l'électronique. Je pense qu'on était à Tachatao en Chine, à Guangzhou là-bas. Et je me baladais un peu partout dans les marchés là en question, quand soudainement, je commençais à voir un à un certains produits que j'avais l'habitude de vendre en dropshipping. Et quand j'ai vu les produits là, en fait, j'ai eu des avalanches d'émotions parce que, une fois, je touchais enfin ces produits là qui m'ont réellement permis de gagner beaucoup d'argent grâce à ce business là. Et j'étais tellement content à l'idée de voir ces produits là, je les ai même achetés et tout pour voir, parce que je savais qu'une fois que j'allais rentrer en fait au Bénin, j'allais les mettre dans le background que vous voyez là pour décorer. Ce sera un peu comme mon tableau d'honneur en fait des produits winners que j'ai connus et tout ça. Le fait est que quand j'ai pris les produits là en question et j'ai commencé à les essayer, j'ai vu que les produits en question ne correspondaient pas réellement à ce qu'on vendait en publicité. Certains des produits que j'avais achetés en fait ne correspondaient pas réellement à la promesse, c'est-à-dire c'était souvent des produits défectueux. Certains faisaient bien ce pourquoi on les payait et tout, mais ils avaient quelques problèmes, notamment problèmes de batterie, de charge, ça s'éteignait. C'était pas des produits dont la qualité était très recommandable, quoi, vous voyez, mais je les vendais quand même. Et à l'époque, lorsque j'avais des clients qui se plaignent et tout ça, parce qu'il y a certains clients, peu importe, ils ne se plaignent jamais, vous voyez, surtout en France, sur le marché français, ils se plaignent très rarement. Mais pour ceux qui se plaignaient, en fait, je me disais non, mais attends, le produit marche, mon agent m'a confirmé que ça marche, mes fournisseurs ont dit que ça marche, je vois le truc en vidéo, je me dis que ça marche, mais le truc c'est que moi-même je les ai jamais utilisés pour voir réellement si ça marchait ou pas. Et ce voyage là a réellement brisé la glace vis-à-vis de ça. J'ai vu que la plupart des produits qu'on vend en dropshipping sont des produits qui ne sont pas très qualitatifs. Bon, je dirais c'est quand même de notre faute quelque part, parce que avant de vendre quelque chose, on doit s'assurer de la qualité, donc notamment commander le truc chez soi, voir et tout ça. Mais du fait que je suis en Afrique, en fait, je remettais sans cesse à demain, parce que quand tu as testé un produit maintenant, tu vois que le produit est gagnant, tu peux commencer à le vendre en même temps. Tu ne vas quand même pas attendre en fait de le faire venir de la Chine jusqu'à chez toi en Afrique. Pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre peut sauter sur le produit par la même occasion et tu seras juste vite oublié, quoi. Du coup, tu dois accélérer. Donc malheureusement, tu dois vendre comme ça. Et le problème avec ça, c'est que tu vends parfois ce que tu ne connais pas, ce que tu ne touches pas. Et tu es très détaché du processus. C'est-à-dire que tu peux vendre jour après jour sans jamais te dire, mais enfin, ce que je vends, c'est pas de qualité, quoi. Parce que de toute façon, tu ne touches pas le produit, tu n'es pas en contact direct avec le produit. Les clients qui t'écrivent au support, c'est juste des mails. Et comme ils ne sont pas trop nombreux aussi sur le marché francophone, il n'y a pas de souci. Je te dis que bon, c'est juste une minorité des clients en fait qui ne sont pas satisfaits. Et ça va, quoi. Tu continues, la vie continue et tout ça. Par contre, sur le marché américain, c'est autre chose, hein. Là-bas, ils ont le litige facile là-bas. Mais voilà, en francophonie, c'est pas comme ça. Donc quand même, il y a des gens qui recevaient leurs produits et tout, mais qui n'étaient pas forcément satisfaits. Et vous savez, pour bâtir un business qui dure réellement à long terme, vous devez forcément avoir des clients satisfaits qui recommandent vos produits dans leur sommeil même. D'accord? Pourquoi j'ai arrêté le dropshipping? La première raison, c'est bel et bien les produits qui sont de mauvaise qualité et ce détachement-là que j'ai du système, du business en général, qui fait que je ne sens pas réellement si les clients sont satisfaits ou pas. Tout ce que je regarde, en fait, c'est les chiffres qui augmentent sur le dashboard, c'est l'argent qui rentre dans mon compte Payoneer, etc. Et donc, je ne vois pas forcément tout le reste derrière. Donc, il y a ça déjà qui est un truc qui m'a fait arrêter. La deuxième des choses, c'est que, justement, lorsque je me lançais en dropshipping et tout, je gagnais beaucoup plus d'argent que ce que je faisais à l'époque en e-commerce en Afrique, certes, mais je n'avais pas la même satisfaction que j'avais lorsque je me couchais le soir dans mon lit. Vous voyez? En ce sens que quand je vendais ici en Afrique, j'avais la possibilité d'aller voir mes clients, d'aller rencontrer mes clients. Les clients pouvaient m'écrire par WhatsApp et me dire: ah non, ouais, je suis très satisfait par la coque que tu m'as vendue, par le produit que tu m'as vendu, je suis très content. Et juste le fait d'avoir ces feedbacks-là, ça me rassurait dans ce que je faisais et ça faisait en sorte que j'avais beaucoup plus de confiance. Je pouvais dire à mes parents fièrement: ouais, je suis un vendeur en ligne, je fais ceci, je fais cela. Vous voyez? Je pouvais facilement dire aux gens parce que j'avais une certaine sérénité vis-à-vis de ce que je faisais. Mais en
dropshipping, par contre, je gagnais beaucoup plus d'argent, certes, mais il y avait ce détachement-là qui se créait. C'est-à-dire que je ne sentais pas que j'étais en train de construire un business qui change réellement la vie des hommes. Alors, même quand je vendais des produits de qualité, je ne sentais pas vraiment que j'étais en train de construire un business qui change la vie des gens, qui impacte la vie des gens et qui va grandir avec le temps. Je ne le voyais pas comme ça. En tout cas, pas autant que dans mon business en Afrique, quoi. Vous voyez, aussi simple que ça. Et ça, ce sont les premières raisons qui m'ont déjà poussé à me lancer. Et quand j'ai arrêté le dropshipping et que je me suis relancé ici en Afrique, j'ai vu que ici, c'est très difficile de vendre de la merde aux gens. En tout cas, si tu as une certaine conscience professionnelle, on va dire, c'est très difficile de vendre de la merde aux gens parce que les gens sont dans la même ville que toi et tu ne peux pas leur livrer juste des choses comme ça et être tranquille avec toi-même. Tu ne peux pas. Et tu es beaucoup moins détaché du processus que tu ne l'étais en dropshipping en fait. Tu es beaucoup moins détaché du processus parce que tu es dans la même ville, tu programmes les livreurs, te reviennent, ils te font un feedback direct. Ok, ça, ce produit-là, c'est bon, on continue. Ce produit-là, c'est de la merde, on arrête. Et ça même, j'ai une anecdote dans ce sens parce qu'un jour, pour l'un des premiers produits qu'on a lancé, je vais dire raconter l'histoire une fois, c'est un stock dans lequel j'ai perdu près de 2 millions de francs CFA à mes débuts en e-commerce en Afrique. En fait, c'est un produit qui cartonnait, d'accord, au testing, c'était parfait. On dépense $3, on génère 200 000 francs de chiffre d'affaires. Tous les voyants étaient verts, on se lance sur le produit là. À l'époque, on n'avait pas vraiment fait toutes les vérifications nécessaires avec notre agent de sourcing. Et malheureusement, une petite erreur de vigilance à son niveau a fait qu'on a commandé le produit est arrivé. Malheureusement, le produit était finalement de mauvaise qualité. Comment on a su concrètement? Quand le produit est arrivé, on a relancé les publicités. Tac, premier jour, on dépense $3, on fait 150 000 en livraison. Deuxième jour, bam, 200 000. On se dit, ce produit-là, on va le scaler comme jamais et tout ça. Troisième jour, on commence à avoir quelques plaintes. Pendant ce temps, moi, je n'étais pas à Cotonou, j'étais à Lomé. Quand un membre de mon équipe m'appelle et qui me dit, ah, on commence à avoir quelques plaintes par rapport au produit. Je dis, comment ça? Il dit, oui, les clients disent que le produit ne marche pas comme cela sur toi. Ah bon? Ok, attendez d'abord et à mon retour, on va voir ça. Et dans la même journée, il y a un de nos livreurs qui s'est fait séquestrer. Je vous explique. Le livreur est allé livrer une dame, une cliente. Il rentre dans la maison de la cliente, il livre la cliente et tout, et voilà, la cliente est contente et il part. Il est en route quand soudainement la cliente le rappelle, dit, ah oui, votre produit là c'est très bon, hein. Revenez s'il vous plaît, je vais en prendre un deuxième. Le livreur revient, la petite fille lui ouvre le portail, il rentre, la petite fille ferme le portail à clé et lui dit, maman arrive pour toi. Et le livreur soudainement qui prend peur et la dame qu'il a vue tout à l'heure en pagne, qui a noué son pagne autour de la taille, très joviale, très pacifique et tout, il la voit maintenant en pantalon. La dame attache son pagne dans une posture belliqueuse en fait et elle est prête à en découdre quoi. C'est que le produit ne marche pas, que tout ce qu'elle veut c'est son argent, sinon vraiment que ça va mal se passer ici dans les nananas. Le livreur nous appelle et naturellement on lui dit de rembourser la dame, de reprendre les produits, de revenir à la maison. Et le soir même, tac, on coupe les publicités. On a perdu près de 2 millions de francs CFA dans ce stock-là comme ça. Cette expérience-là nous a permis en fait de se recentrer sur nous parce qu'on sait que le produit a du potentiel. Et donc si on a un produit de meilleure qualité, c'est clair qu'on va le vendre parce que les clients seront satisfaits et il serait beaucoup plus facile de le vendre derrière. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé maintenant de trouver un produit de meilleure qualité qui va mieux se vendre. Mais cette expérience-là a été très capitale en fait parce que ça nous a permis de comprendre réellement que ce qu'on faisait, c'était pas vraiment bien. Et donc ça nous a permis de repartir sur nos pas, d'apprendre de nos erreurs pour créer plus tard une marque qui va nous rapporter beaucoup, mais beaucoup plus d'argent. Et vous voyez, cette sensation-là, en fait, déjà, ça ne peut jamais se passer en dropshipping parce que, bon, on n'a pas de livreur, enfin, c'est le gars de la poste qui sera peut-être séquestré et tout ça. Ça ne peut jamais se passer en dropshipping. Si ça se passe, en fait, ce sera juste la dame, la cliente qui va dire, mais attends, le produit ne me correspond pas et tout ça. Et on va peut-être même, au pire, la rembourser, d'accord? Mais on ne sera pas plus impliqué que ça. Tant que quelqu'un ne se plaint pas, on va vraiment pas arrêter parce que ça génère du cash, en fait. On va juste voir que, ah, c'est une minorité qui se plaint et on ne va pas prendre le problème plus au sérieux que ça, quoi. Et tous les dropshippers qui suivent cette vidéo comprennent très bien ce que je dis. C'est quelque chose dont très peu de gens parlent, mais c'est malheureusement l'une des réalités du dropshipping, en fait. C'est l'une des raisons également qui m'a poussé à me dire, ok, j'arrête ce truc-là et je me concentre ici. Parce que ici, j'ai réellement l'impression d'être proche de mon client. J'ai réellement l'impression de changer la vie des clients. Pour mes coques que je vendais à l'époque, par exemple, mes clientes de l'époque m'écrivaient, me disent, ah, franchement, c'est la meilleure coque que j'ai jamais eue. Ça m'apporte une certaine satisfaction que le dropshipping ne peut jamais apporter. Et la troisième et dernière des raisons qui m'a poussé à abandonner le dropshipping et à me concentrer 100% sur le marché africain, c'est simplement que je me suis rendu compte que il est beaucoup plus facile de résoudre les problèmes qu'on vit soi-même que de résoudre les problèmes des autres ou des gens dont on est complètement décorrélé de la culture, etc. C'est beaucoup plus facile, par exemple, pour une femme qui est en surpoids, qui a du mal à se trouver des vêtements qui lui conviennent parce que la mode traditionnelle ne lui convient pas, en fait, de créer une marque de vêtements qui va bien parler aux femmes qui sont
surpoids parce qu'elle connaît le problème. Elle a déjà senti, elle a déjà vécu. C'est beaucoup plus facile pour elle de résoudre ce problème-là que ça ne l'est pour un inconnu simple qui veut juste faire de l'argent, quoi. Vous voyez, c'est comme ça que la marque, par exemple, Spence est née. Donc, à un niveau, je me suis juste rendu compte que j'ai beaucoup plus de chances de créer des marques ici. Je ne peux pas mieux connaître les réalités des Européens que les Européens eux-mêmes. Mais je connais très bien les réalités des Africains. Et les Européens ne peuvent pas mieux connaître les réalités des Africains mieux qu'un Africain. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai meilleur temps à consacrer au développement des marques e-commerce ici en Afrique qu'à me dire que je vais créer des marques là-bas en Europe. Parce qu'il y a toujours une décorrélation complète de la réalité. C'est deux réalités complètement différentes. Et je pense que pour bâtir des business comme ça qui vont très loin, c'est peut-être une croyance limitante que j'ai. Je ne sais pas, peut-être pas. Mais je pense quand même que pour bâtir un business comme ça qui va très loin, il faut réellement être baigné dans un certain environnement qui rend tout ça propice. Étant donné que je suis africain, je vis en Afrique, j'ai beaucoup plus à cœur les problèmes des Africains que les Européens. Et donc personnellement, moi, je me suis dit dans ce sens que j'avais beaucoup plus intérêt à long terme à me concentrer, à créer des marques e-commerce ici qui pèseront lourd sur le continent dans quelques années que de me dire que j'allais passer mon temps à essayer de créer des marques là-bas en Europe. Attention, ça peut marcher. Je connais beaucoup de gens qui ont des marques et qui marchent pas mal. Mais si on parle de succès stratosphérique, je ne vois pas encore d'exemple. Je n'ai pas encore vu un seul exemple. Vous voyez, David Forgatti, qui est le fondateur de The Hoodie, qui est australien, qui a des marques qui sont valorisées à plus de 100 millions de dollars, etc., connaissait très bien en fait ce problème-là de la fraîcheur en hiver, des vêtements qui étaient peu accessibles pour ça et tout ça. Et c'est ce qui a fait son succès. Comprends aussi Ben Francis de Gymshark. C'est quelqu'un qui aime la salle de gym, qui connaît les réalités de là-bas et qui sait que, ok, ces produits-là vont correspondre à une certaine catégorie de personnes. Voilà, son business est valorisé à plusieurs milliards. Pareil, Facebook a été créé par Mark Zuckerberg qui voulait juste créer un réseau social pour rapprocher les gens de sa faculté. Donc, dans chaque domaine, en fait, il y a des personnes, en fait, qui étaient baignées dans une certaine réalité, qui avaient certains problèmes et qui ont décidé maintenant de lancer des business pour résoudre ces problèmes-là. Et je pense que si on se place sur une échelle très grande, les Africains ont beaucoup plus intérêt à essayer de résoudre des problèmes des Africains d'abord qu'à essayer de résoudre les problèmes des Occidentaux et tout. Parce que deux cultures complètement différentes. Un Africain sait concrètement ce que ça fait de traîner dans la rue comme ça et de voir des bêtes, de voir, je sais pas, un lézard normal circuler, de voir un mouton par-ci, par-là, de voir un coq, etc., etc. Un Européen ne comprend pas cette réalité-là parce que c'est pas dans son environnement, en fait, vous voyez. Et donc, il y a cette grosse différence culturelle-là qui font que je me suis dit, à long terme, en fait, voilà, j'aurai beaucoup plus de facilité, en fait, à créer une marque e-commerce ici, qui va s'imposer ici et qui va peut-être s'internationaliser plus tard, on ne sait pas, vers la diaspora africaine et tout ça. Mais en tout cas, on se concentrera sur l'Afrique que essayer de créer une marque e-commerce sur le marché européen. Allez, voilà quoi. C'est ce dernier point-là qui a réellement apporté le coup de grâce. C'était la cerise sur le gâteau et c'est en fonction de ça que je me suis dit, allez, il faut réellement que je me concentre à 100% sur l'e-commerce en Afrique et que j'oublie complètement le dropshipping, quoi. Mais attention, nous accompagnons toujours des gens avec mon équipe. Notamment, j'ai un étudiant qui génère toujours des résultats en dropshipping et tout et je lui souhaite le meilleur parce que je suis très content pour tout ce qu'il fait et tout. Et notamment, on accompagne toujours des gens qui veulent se lancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même intéressés par ça, ils veulent faire du dropshipping, donc on accompagne toujours des gens. C'est plus moi qui le fais de façon active et tout. C'est mon équipe qui le fait et on le fait toujours. Et les gens ont des résultats certes et tout. Mais personnellement, moi j'ai choisi simplement de ne pas forcer les gens vers ce que je désire en fait. Vous voyez, si les gens veulent faire du dropshipping, laisse-les faire du dropshipping. Ne leur impose pas du e-commerce en Afrique, quoi. Laisse-les faire du dropshipping. Ils prendront leur propre décision par eux-mêmes en fait. Je n'ai aucun problème contre les gens qui font du dropshipping, absolument aucun. Je tiens à bien le souligner et je ne cracherai jamais sur ce business là parce que c'est ça qui a fait de moi en partie ce que je suis aujourd'hui. Je ne cracherai jamais dessus. C'est juste que moi, pour des raisons personnelles et pour des raisons panafricaines, on va dire, j'ai choisi complètement de me concentrer à 100% sur l'e-commerce, sur le marché africain. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a que de ça que je vais parler de plus en plus sur cette chaîne-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée en fait. Beaucoup de gens me demandent, est-ce que tu fais toujours? Est-ce que tu fais toujours? Je ne le fais plus directement. J'ai juste des étudiants que j'ai accompagnés qui l'ont fait, qui continuent de le faire et voilà, qui ont de très bons résultats, quoi. Mais personnellement, à 100% concentré sur le marché africain actuellement. Et je tenais à être 100% transparent avec vous. Et si vous voulez vous aussi vous lancer en e-commerce en Afrique, j'ai une formation gratuite qui est disponible dans la description pour pouvoir vous aider à vous lancer. La révolution en marche. Ciao!